Alors, Talmud, Souka. Alors, 10a. Quelles sont les circonstances? C'est le cas où, dans la souka inférieure, son ombre est plus grande que sa lumière du soleil, ce qui rend la souka adaptée, et dans la souka supérieure, sa lumière du soleil est plus grande que son ombre, et elle est donc insignifiante, et la toiture des deux est à l'intérieur 20 coudées de terrain. Il y a des moments où la souka supérieure est en forme et la souka inférieure ne l'est pas. Quelles sont les circonstances? C'est dans le cas où dans les deux soukottes, leur ombre est plus grande que leur lumière du soleil, et le toit de la soukotte supérieure est au moins de 20 coudées de toit de la soukotte inférieure. Dans ce cas, la souka supérieure est apte, tandis que la souka inférieure est une souka située sous une souka et inapte. La Guémara demande, c'est évident, il n'y a rien de nouveau dans aucun de ces scénarios. La Guémara répond, il était nécessaire que le Tana mentionne le cas où la souka inférieure est adaptée à la souka supérieure est impropre, car elle contient un élément nouveau. De peur que vous ne disiez, publions un décret, jugeons la souka inférieure inapte, car peut-être que le toit impropre de la souka supérieure se joint au toit convenable de la souka inférieure et la rend également impropre. Par conséquent, le Tana nous enseigne que les deux toits ne se rejoignent pas et que le toit supérieur ne rend pas la souka inférieure impropre. La Guémara explique cet alara. Quel espace doit-il y avoir entre le toit de la souka supérieure et le toit de la souka inférieure pour que la souka inférieure soit considérée comme une entité distincte et donc disqualifiée comme souka sous une souka? Ravuna a dit, il doit y avoir une largeur de main, car nous trouvons également dans les tentes d'impureté rituelle la mesure d'une largeur de main. En ce qui concerne la halachot de l'impureté rituelle conférée par un cadavre, le statut juridique de l'espace d'une paume sous un toit est celui d'une tente, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Un espèce mesurant une largeur de main par une largeur de main est une hauteur de une paume transmet l'impureté rituelle. Si une source d'impureté rituelle conférée par un cadavre se trouve dans cet espace, l'impureté est transmise à toutes les personnes récipients une nourriture dans cet espace, et un espace de cette taille sert de barrière avant la propagation des impuretés rituelles au-delà de cet espace. Cependant, si l'espace mesure moins que la hauteur d'une main, il ne transmet pas l'impureté aux objets qui s'y trouvent et ne sert pas de barrière avant la propagation de l'impureté rituelle. L'impureté franchit les murs de confinement et s'élève vers le haut, comme si aucun revêtement ne la recouvrait. Ravishda et Rabba Rav Unas disent, pour que cela soit considéré comme une souka sous une souka, l'espace entre le toit de la souka supérieure et celui de la souka inférieure doit mesurer au moins 4 palmes, car nous ne trouvons pas de surface significative, qui mesure moins de 4 largeurs de main, par exemple, en ce qui concerne les domaines de Shabbat. Shmuel dit, l'espace entre le toit de la souka supérieure et celle de la souka inférieure doit mesurer au moins 10 palmes. La Gemara demande, quelle est la justification de l'opinion de Shmuel? La Gemara explique comme critère d'aptitude, le critère d'aptitude l'est également, tout comme son aptitude n'est que dans une souka haute de 10 palmes, de même son inaptitude en tant que souka n'est engendrée que par une souka haute de 10 palmes. La Gemara remet en question la déclaration de Shmuel. Nous avons appris dans la Mishnah que Rabbi Yehuda dit, s'il n'y a pas d'habitants dans la souka supérieure, la souka inférieure est adaptée. La Gemara précise, que signifie il n'y a pas d'habitants? Si l'on dit que cela signifie qu'il n'y a pas de véritables résidents, la question se pose. Est-ce à dire que les résidents rendent le lieu inapte? Si la souka supérieure est une souka convenable, y a-t-il une différence selon que les gens y résident ou non? Que signifie plutôt il n'y a pas d'habitants? Ne fait-il pas référence à une souka qui ne convient pas pour servir de résidence? Et quelles sont les circonstances de cette affaire? Il s'agit d'un cas où la souka n'a pas 10 palmes de haut, car tout ce qui a moins de 10 palmes de haut n'est pas considéré comme une résidence, du fait que c'est Rabbi Yehuda qui fait la distinction entre si la souka supérieure a au moins 10 largeurs de main, concluez par déduction que le premier Tana de la Mishnah soutient que la souka inférieure est impropre même si la souka supérieure mesure moins de 10 haut et donc impropre à servir de résidence. Ceci est contraire à l'opinion de Shmuel.
Lorsque Rav Dimi vint d'Eretz Israël en Babylonie, il raconta que les sages disent qu'en Occident, Eretz Israël, pour expliquer la Mishnah, si le toit de la souka inférieure n'est pas suffisamment solide pour avoir supporté les coussins et les couvertures de la souka supérieure, puis la souka inférieure sont adaptées car la souka supérieure ne convient pas pour servir de résidence indépendante. Selon cette explication, la Mishnah ne discute pas de la hauteur de la souka supérieure, elle discute de la qualité de la toiture. La Gemara note, est-ce à dire par déduction que le premier Tana soutient que même si le toit de la souka inférieure n'est pas suffisamment solide pour pouvoir supporter les coussins et les couvertures de la souka supérieure, la souka inférieure est impropre. Dans ce cas, la souka supérieure n'est pas une résidence convenable, pourquoi la souka inférieure serait-elle inapte? La Gemara répond, le premier Tana convient que si le toit de la souka inférieure est incapable de supporter les coussins et les couvertures du tout, la souka supérieure n'est pas considérée comme une souka et la souka inférieure est adaptée. Cependant, il existe une différence pratique entre les opinions du premier Tana et du Rabbi Yehuda, dans le cas où le toit de la souka inférieure est capable de supporter difficilement les coussins et les couvertures de la souka supérieure. Il y a une inquiétude que la toiture pourrait s'effondrer. Dans ce cas, le premier Tana soutient que puisque le toit est capable de supporter les coussins et les couvertures, la souka supérieure est considérée comme une souka distincte et rend la souka inférieure impropre. Selon le rabbin Yehuda, comme le toit ne supporte que difficilement le poids des coussins et des couvertures, la souka supérieure n'est pas adaptée, par conséquent la souka inférieure est adaptée. Mishnah, si l'on étend une bâche sur le toit pour protéger ceux qui sont assis dans la souka à cause du soleil, si on étend une bâche sous le toit comme protection contre la chute des feuilles, ou si l'on étend une bâche comme au vent sur le cadre d'un lit à 4 colonnes, kinof. La zone de la souka sous les draps est impropre. Dans les deux premiers cas, parce que la tôle est sensible aux impuretés rituelles, elle rend la toiture par ailleurs en bon état, impropre. Dans le cas de la verrière, on n'est pas assis sous le toit de la souka, il est plutôt assis dans une tente. Cependant, on peut étendre le drap sur le cadre d'un lit à 2 montants. Nak litei, qui comporte un montant au milieu de chaque extrémité du lit. Lorsque la bâche est étalée sur le poteau, elle forme un toit incliné plutôt que plat, et une tente avec un toit incliné n'est pas considérée comme une structure significative. Gemara Ravijda a dit, les sages ont enseigné le principe selon lequel le drap rend la souka impropre uniquement lorsqu'elle est placée sous le toit en raison de la chute des feuilles. Cependant, si son intention était d'étendre la feuille à des fins décoratives pour embellir la souka, elle n'entre pas dans la catégorie des toitures et la souka est adaptée. La Gemara demande, c'est évident, car en raison de la chute des feuilles, c'est ce que nous avons appris dans la Mishnah. La Gemara répond, de peur que vous ne disiez que la même chose est vraie, c'est-à-dire que la souka est impropre, même lorsque le drap a été étendu pour embellir la souka. Et la raison pour laquelle la Mishnah enseigne spécifiquement le cas où l'on étend le drap à cause de la chute feuille et que la Mishnah enseigne la matière en étendant une feuille dans la souka, de la même manière dont cela se produit généralement. Ravijda nous enseigne que la formulation de la Mishnah est précise et que la Lara s'applique spécifiquement au cas cité. Si on étend la feuille à des fins décoratives, cela ne rend pas la souka impropre. La Gemara suggère, disons que la Tosefta suivante soutient l'opinion de Ravijda. Si l'on couvrait la souka conformément à ses exigences alariques et la décorait de rideaux et de draps colorés, y accrocher des noix ornementales, des amandes, des pêches et des grenades, des branches de vigne parkilei et des couronnes de tiges de blé, des vins, huile et récipients pleins de farine. Il est interdit d'en tirer profit et de les utiliser. Daf 10b. Jusqu'à la conclusion du premier jour du festival. Et avant d'accrocher les décorations, il a stipulé à leur sujet qu'il lui serait permis de les utiliser même pendant la fête. Tout est conforme à ces stipulations, il est permis de les utiliser. Apparemment, des feuilles peuvent effectivement être étalées dans la souka à des fins décoratives. La Gemara rejette cela. Il n'y a aucune preuve que la Tosefta, car peut-être la référence est-elle au drap étalé sur le côté de la souka. Cependant, s'ils sont repartis sous la toiture, cela rend la souka impropre. Paragraphe à propos des décorations. Il a été déclaré. Les décorations de la souka ne diminuent pas la hauteur de la souka. Les décorations suspendues à la toiture ne sont pas considérées comme faisant partie de la structure et ne diminuent donc pas la hauteur de la souka. Si le toit est plus de 20 coudées du sol, les décorations suspendues à moins de 20 coudées du sol ne rendent pas la souka convenable. Ravashi a dit. Cependant, si les décorations sont réparties sur le côté du toit, elles sont considérées comme faisant partie de la structure et diminuent la surface. Si les décorations rendent l'intérieur de la souka inférieure à cette largeur de main sur 7, la souka est impropre. La Gemara raconte à propos de Minyamin,
le serviteur de Ravashi, que sa chemise est devenue mouillée, Ita Misha, et qu'il a été étalé sur la souka pour la sécher. Ravashi lui dit, enlevez-le afin que les gens ne disent pas qu'il recouvre la souka d'un objet susceptible d'être impureté rituellement. Le serviteur lui dit, mais ne voit-il pas qu'il est mouillé et ne comprend-il pas que je l'ai mis là pour sécher? Ravashi répondit, retirez-le une fois qu'il est sec, ce que je vous dis, car alors les gens ont tendance à penser qu'il fait partie de la toiture. Il a déclaré, en ce qui concerne les décorations de la souka, par exemple les feuilles étalées sous le toit pour décorer la souka qui sont retirées du toit de 4 largeurs de main. Les Amoraïm n'étaient pas d'accord quant à savoir si elles s'interposaient entre le toit et la souka. Rav Naman a dit, la souka reste en forme. Rav Ejda et Rav Huna ont dit, cela ne convient pas. La Gemara raconte que Rav Ejda et Rav Huna se sont rendus dans la maison de l'exilarque. Rav Naman, qui était le responsable de la maison de l'exilarque, les logea dans une souka dont les décorations étaient retirées du toit de 4 paumes. Ils restèrent silencieux et ne lui dirent rien, même si à leur avis la souka était inapte. Rav Naman leur dit, les sages ont-ils rétracté leur décision à l'Arik? Votre silence indique-t-il que vous acceptez ma décision? Ils lui dirent, nous sommes sur le chemin pour accomplir une mitzvah, et par conséquent, nous sommes exemptés de la mitzvah de la souka. Il nous est donc permis de dormir dans cette souka. En ce qui concerne la halara, notre décision reste inchangée. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, il est permis de dormir dans un lit avec un filet à l'intérieur de la souka, même si le lit a un toit, à condition que le filet ne soit plus haut de 10 palmes que le lit. Dans ce cas, le filet n'est pas considéré comme une tente en soi. Venez entendre, celui qui dort dans un lit avec un filet à l'intérieur de la souka n'a pas rempli son obligation, contrairement à la déclaration citée par Rav Yehuda au nom de Shmuel. La Gemara répond, de quoi avons-nous affaire ici? Il s'agit d'un cas où le filet est plus de 10 paumes plus haut que le lit et est considéré comme une tente en soi. La Gemara soulève une objection du Mishnah. Celui qui dort sous le lit dans la souka n'a pas rempli son obligation, comme la hauteur d'un lit typique est inférieure à 10 largeurs de main. Apparemment, même si la couverture sous laquelle on dort mesure moins de 10 largeurs de main, c'est une tente en soi. Il ne remplit pas son obligation. La Gemara répond, Shmuel n'a-t-il pas interprété la Mishnah comme faisant référence au cas d'un lit haut de 10 palmes? Celui qui dort sous le lit n'a donc pas rempli son obligation. Venez entendre ce qui est enseigné dans la Mishnah, ou si on étend un drap comme baldaquin sur le cadre d'un lit à 4 colonnes. La zone de la souka sous le drap est impropre. Apparemment, un lit équipé d'un certain type de moustiquaire ne convient pas. La Gemara répond, là aussi, il s'agit d'un cas où les poteaux mesurent 10 palmes de haut. La Gemara demande, mais ce n'est pas ainsi que cela est enseigné comme cela est enseigné dans la Beretta. Nak, litin, sont 2 postes kinophotes, sont 4 postes. Si l'on étend un drap sur 4 poteaux, la zone de la souka située sous le drap est impropre. Si l'on fait sur 2 poteaux, la souka entière est adaptée, à condition que les 2 poteaux ne soient pas 10 paumes plus haut que le lit. Cela prouve que par déduction qu'un drap étalé sur 4 poteaux rend la zone de la souka située sous le drap impropre, même si elle n'a pas 10 largeurs de main de haut. La Gemara répond, 4 poteaux sont différents car ils sont fixés dans le lit, ils constituent un espace important même sans la hauteur requise. La Gemara demande, mais une souka au sommet d'une autre souka est fixe. Et pourtant, Shmuel dit, en tant que critère d'adéquation, le critère d'inaptitude l'est également. La souka supérieure rend la souka inférieure impropre seulement si elle mesure 10 palmes de haut. Les sages disent, en distinguant les cas, là dans le cas d'une souka au sommet d'une autre souka, où la mesure a pour but de disqualifier la souka inférieure 10 palmes, sont nécessaires pour faire de la souka supérieure aux mesures a pour but de disqualifier la souka inférieure. 10 palmes sont nécessaires pour faire de la souka supérieure une entité distincte. Cependant, ici, dans le cas du lit, à montant afin de considérer le revêtement comme une tente, moins de 10 largeurs de main sont également considérées comme une tente, car elle est fixe. Paragraphe Rav Ta'alifa Bar Avimi a dit que Shmuel a dit, celui qui dort nu dans un lit avec un filet qui doit réciter le schéma sort la tête du dessus le filet et récite le schéma, bien qu'il soit nu. Le filet est considéré comme un vêtement, par conséquent il est permis de réciter le schéma. La Gemara soulève une objection de la part d'une beretta. Celui qui dort nu dans un lit avec un filet ne peut pas sortir la tête de dessus le filet et réciter le schéma. La Gemara répond, de quoi avons-nous affaire ici? Il s'agit d'un cas où le filet mesure 10 palmes de haut. Dans ce cas, il s'agit d'une tente et non d'un vêtement.
La Gemara note, de même, il est raisonnable de comprendre la Beretta de cette manière à partir du fait qu'elle est enseignée dans la dernière clause de cette Beretta. À quoi est-ce comparable? C'est comparable à quelqu'un qui se tient nu dans sa maison, qui ne peut pas sortir la tête par la fenêtre et réciter le schéma. C'est certainement inefficace. Le fait que la Beretta compare le lit avec un filet à une maison indique qu'il s'agit d'un filet d'au moins 10 palmes de haut. La Gemara conclut, en effet, apprenez-en que c'est la bonne compréhension. Amen.